Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire vraie, celle d'un drame familial qui cache des blessures profondes et des vérités étouffées. Sarah avait toujours imaginé le mariage comme un refuge, un espace de tendresse où deux êtres construisent lentement un avenir. À 35 ans, elle partageait depuis 5 ans la vie de Georges, l'homme qu'elle avait choisi et aimé malgré les obstacles. Leur union n'avait pas été simple. Ils avaient dû convaincre les familles, surmonter les jalousies et apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences. Mais Sarah croyait profondément que l'amour pouvait absorber les fissures du quotidien. Quelques mois après leur mariage, alors qu'ils commençaient à peine à organiser leur vie de couple, Georges lui avait annoncé que sa petite sœur cadette, Blanche, âgée de 17 ans, devait venir habiter chez eux. La demande n'était pas vraiment une demande. C'était une pression familiale directe, surtout de la mère de Georges, qui estimait que la jeune fille devait être encadrée pendant son année de terminale. Pour Georges, il était normal de soutenir sa famille. Pour Sarah, c'était un choc. Elle connaissait Blanche. Elle connaissait ses manières brusques, sa langue trop rapide, son insolence naturelle. Durant les préparatifs du mariage, Blanche avait souvent créé des tensions pour un rien. Un regard de travers, une parole déplacée, une attitude irrespectueuse envers Sarah, comme si elle refusait que quelqu'un d'autre prenne une place importante dans la vie de son frère. Sarah n'était donc pas enthousiaste à l'idée de vivre sous le même toit qu'elle. Pourtant, par amour, elle avait accepté. Elle avait fermé les yeux sur ses doutes, ses appréhensions, son instinct qui lui murmurait que cette décision pourrait déranger l'équilibre fragile de leur foyer. Elle avait voulu croire que la présence de Blanche ne serait que temporaire, qu'avec le temps, la jeune fille finirait par l'accepter et par l'apprécier. Au début, tout semblait effectivement calme. Sarah avait observé Blanche faire ses allers-retours entre le lycée et la maison, souvent silencieuse, parfois boudeuse, toujours sur son téléphone. Mais l'ambiance restait supportable, presque neutre. Georges semblait satisfait de voir sa sœur encadrée, et Sarah s'efforçait d'être accueillante malgré les souvenirs difficiles. Les mois passèrent ainsi, rythmés par les cours de Blanche, les repas en famille et les petits silences lourds qui flottaient parfois dans la maison. Puis vint un moment que Sarah attendait, le jour où Blanche décrocha son bac. La jeune fille, euphorique, prit aussitôt la décision de retourner au village chez sa mère pour fêter ses congés. Ce départ fit souffler un vent de soulagement dans le foyer. Sarah sentit son cœur se détendre. Enfin, elle imaginait retrouver une harmonie plus douce, une intimité plus sereine. Georges aussi semblait apaisé. Pendant quelques semaines, la maison retrouva un calme presque oublié. Mais ce calme n'était qu'un répit, une illusion fragile. Car dès que Blanche prit le chemin du retour vers sa mère, quelque chose commença à changer dans la vie de Sarah. Un petit déséquilibre d'abord presque imperceptible, puis un malaise croissant, des tensions qui surgissaient de nulle part, comme si l'absence physique de Blanche n'avait pas suffi à éloigner son influence. Ce fut à partir de ce moment-là, juste après que la jeune fille eut quitté la maison pour rejoindre le village, que Sarah commença à vivre ce qu'elle décrirait plus tard comme le début des frasques de son mariage. Une lente dégradation, insidieuse, presque invisible pour ceux qui ne regardaient pas de près, mais profonde et dévastatrice pour elle. Et tout cela commença précisément après le départ de Blanche. Sarah n'en savait rien encore, mais sa vie était sur le point de basculer. Le retour de Blanche après son séjour au village marqua un tournant brutal dans le quotidien de Sarah. Comme si le voyage avait arraché à la jeune fille la dernière once de respect qu'elle lui accordait autrefois. À peine rentrée, Blanche ne faisait plus aucun effort pour cacher son arrogance. Elle ne saluait plus correctement, ne répondait que par des grognements irrités, et chaque fois que Sarah lui parlait, elle levait les yeux au ciel comme si sa belle-sœur était une présence encombrante, indésirable. Dans la maison, Blanche avait cessé toute participation. Elle ne balayait plus, ne rangeait rien, ne lavait même pas son assiette. Elle passait ses journées à avaler tout ce qu'elle trouvait dans le réfrigérateur, à dormir sans heure fixe et à rester absorbée dans son téléphone portable avec une attitude détachée et insolente qui transformait l'atmosphère du foyer en un terrain miné. On avait l'impression qu'elle s'était proclamée invitée permanente, au-dessus de tout reproche. Pendant de longs mois, Sarah tenta de prendre sur elle. Elle se disait que c'était peut-être une phase, un cap difficile pour une adolescente. Elle nettoyait derrière Blanche, réparait les tensions silencieuses et se retenait d'exploser. Mais chaque jour, la provocation devenait un peu plus insupportable. Puis un soir, après un incident de trop ou une insulte à peine voilée lancée devant elle, Sarah comprit qu'elle ne pouvait plus supporter seule cette situation. Elle décida alors de parler à son mari. Elle fit asseoir Georges, le cœur battant, déterminée à exprimer ce qu'elle retenait depuis trop longtemps.
Mais la réponse de Georges tomba comme un coup froid, distant et presque désinvolte. C'est la puberté, chérie. Prends-la comme ta fille et ça ira. Sarah sentit un mur se dresser entre eux. Comment pouvait-il minimiser à ce point ce qu'elle endurait quotidiennement? Georges était souvent absent, absorbé par le travail, les déplacements, les réunions. Il ne vivait réellement la maison que quelques heures par semaine. Comment pouvait-il comprendre ce que signifiait partager l'espace quotidien avec Blanche? Comment pouvait-il saisir les humiliations subtiles, les silences lourds, les regards méprisants? Cette incompréhension la blessa, mais elle ne renonça pas. Par amour, par volonté de préserver son mariage, elle décida d'essayer encore. Elle alla voir Blanche elle-même. Elle s'assit près de la jeune fille, tenta de trouver les mots les plus doux, les plus calmes. « Blanche, est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessée? Si oui, dis-le-moi, parlons-en. » Mais Blanche la regarda comme on regarde une étrangère de trop, avec un mélange de pitié et de mépris, puis répondit d'une voix tranchante. « Notre famille ne t'aime pas. Mon frère devait se marier avec la fille de l'ami à maman. Mais toi, tu as surgi. » Elle claqua la langue comme pour balayer Sarah de son espace, et sans attendre une réponse, glissa les écouteurs dans ses oreilles et augmenta le volume jusqu'à ce que le son couvre presque la pièce. Sarah resta figée, la gorge nouée. Pas parce qu'elle ignorait qu'une partie de sa belle famille l'avait toujours jugée indigne, mais parce que Blanche venait de l'affirmer sans filtre, sans honte, avec une brutalité désarmante. Et surtout, cette phrase, cette blessure gratuite semblait avoir été répétée, pensée, nourrie au village comme si quelqu'un l'avait chargée de la faire souffrir. Le soir même, encore tremblante, elle rapporta les paroles de Blanche à Georges. Mais à sa grande déception, celui-ci haussa simplement les épaules. « Sarah, arrête de prendre au sérieux les mots d'une adolescente. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Ne t'occupe pas de ça. » Encore une fois, Georges ne mesurait pas la gravité de ce qu'elle traversait. Encore une fois, elle se sentit seule face à cette situation. Le temps passa. 2 ans après leur mariage, Sarah entra dans une période encore plus douloureuse. Malgré tous les espoirs, malgré les prières, malgré leurs essais répétés, elle ne parvenait toujours pas à tomber enceinte. Chaque mois où ses règles arrivaient était comme un coup de poignard supplémentaire. Elle se remettait en question, se demandait si elle faisait quelque chose de mal, si son corps la trahissait. Et comme si son esprit cherchait désespérément à comprendre, elle réalisait en parallèle un phénomène étrange dans la maison. Ses sous-vêtements disparaissaient. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une impression due au stress. C'était réel. Un slip d'abord, puis un autre, puis encore un autre. Au total, 5 en 5 mois. Le dernier en date, celui que Georges lui avait offert pour son anniversaire, un string jaune, son préféré, celui qu'elle gardait avec soin. Un soir, elle n'en put plus et décida d'en parler. Elle respira profondément, attendit que Georges soit détendu, puis lança doucement. « Georges, mes slips disparaissent. Je ne les retrouve plus. 5 ans quelques mois. Je suis sûre de moi. » Il leva les yeux, surpris, puis secoua la tête avec un sourire nerveux. « Sarah, tu es trop parano, chérie. C'est la pression que tu te mets pour avoir un enfant qui te fait imaginer des choses. » « Je ne suis pas folle, Georges, » répondit-elle d'une voix ferme. « J'ai 35 ans, je me connais. Je sais ce que je garde et où je le garde. Le string jaune, celui-là même, a disparu. » Il écarquilla les yeux. « Le string jaune? Oui, oui. Comment ça? Tu as demandé à Blanche? » Elle éclata d'un rire amer. « Ma petite sœur insolente pour qu'elle m'humilie encore? Non merci. » Georges soupira longuement. « Je lui demanderai. » Sarah hocha la tête, mais au fond d'elle, une inquiétude sourde grandissait. Une inquiétude qu'elle n'osait pas encore nommer. Et elle était loin, très loin d'imaginer que ce n'était que le début de ce qui allait la détruire. Lorsque Georges revint vers Sarah ce soir-là, il avait l'air légèrement agacé, comme quelqu'un qui venait de discuter fermement mais sans résultat. Il s'assit au bord du lit, passa une main sur son visage puis déclara « Blanche n'y est pour rien. Elle m'a juré qu'elle n'a jamais vu tes slips. » Il avait dit cela avec une certaine conviction, comme s'il voulait clore le sujet une bonne fois pour toutes. Sarah le regarda, interdite. Elle avait espéré qu'il reviendrait avec une explication, une piste, même un détail, n'importe quoi qui aurait pu éclaircir ces disparitions étranges. Mais non, c'était juste un nouveau mur qui se dressait devant elle. Georges continua. « Elle m'a même répété plusieurs fois qu'elle ne comprenait pas de quoi tu parlais. » Sarah sentit une pointe d'exaspération monter en elle.
mélangée à une incompréhension profonde. Il n'y avait que 3 personnes dans la maison, elle, Georges et Blanche. 3 adultes, 3 personnes logées sous le même toit. Alors, comment expliquer ces disparitions répétées? Comment un vêtement pouvait disparaître sans que personne ne le voie? Comment 5 slips pouvaient s'évaporer en 5 mois dans une maison aussi petite? On était 3 à la maison, juste 3. Et je ne comprenais rien, rien du tout. Ce fut la seule phrase qui lui traversa la tête, presque comme une plainte muette. Elle sentait que quelque chose ne collait pas, quelque chose échappait à la logique, quelque chose de caché leur tournait autour. Une sensation lourde qui ne la quittait plus. Pendant que Georges parlait encore, essayant de la rassurer, Sarah le regardait mais ne l'entendait plus vraiment. Ses pensées se perdaient ailleurs, dans un mélange de peur, de suspicion et d'intuition. Elle observait mentalement la maison, chaque pièce, chaque placard, chaque recoin où elle avait fouillé. Elle revoyait ses gestes, ses recherches, son stress, ses soupirs. Et pourtant, toujours aucune trace de ses sous-vêtements. Elle se demanda un instant si elle devenait folle, mais au fond d'elle, une petite voix persistante lui soufflait que non, qu'il y avait bel et bien quelque chose d'anormal dans cette maison. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle allait le découvrir. Ce fut avec ce poids sur le cœur que, quelques jours plus tard, épuisée mentalement, Sarah décida finalement d'aller à l'hôpital pour consulter un gynécologue et comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à concevoir. À son retour à la maison, Sarah avait encore le cœur lourd. Les paroles du gynécologue tournaient dans sa tête. « Tout va bien, ne stressez pas, soyez patient. » Des mots rassurants en apparence, mais qui ne parvenaient pas à calmer la tempête silencieuse qui battait en elle depuis plus d'1 an. Même si le médecin avait été clair, même si Georges avait tenu sa main avec douceur tout le long de la consultation, une inquiétude viscérale persistait. Elle se souvenait du trajet de retour en voiture. Georges conduisait calmement, en jetant de temps en temps un coup d'œil vers elle comme pour vérifier qu'elle tenait bon. Elle, assise sur le siège passager, regardait les rues défiler sans vraiment les voir. Le papier froissé de l'ordonnance reposait dans sa main tremblante. Elle se sentait perdue, mais déterminée. Quand ils arrivèrent à la maison, Georges, fidèle à lui-même, essaya d'apporter un peu de légèreté comme pour chasser l'atmosphère lourde qui les accompagnait depuis l'hôpital. « Chérie, tu as entendu le médecin. On n'a aucun problème. D'accord? On va juste suivre ses conseils. Tu vas prendre les comprimés et tout ira bien. » Il avait dit cela avec un sourire doux, un sourire qui autrefois parvenait à apaiser n'importe quelle peine chez elle. Mais pas cette fois. Sarah acquiesça mécaniquement. Ce n'était pas Georges qu'elle remettait en doute. C'était ce qui se passait dans cette maison, des choses qu'elle sentait sans pouvoir les expliquer. Depuis des mois, il y avait cette sensation étrange, comme une présence sous-jacente, une ombre malveillante qui rôdait autour d'elle. Et surtout ce détail qui la hantait, les sous-vêtements disparus, les slips et strings qu'elle ne retrouvait jamais. Elle avait fouillé dans tous les placards, retourné les paniers à linge, vérifié les tiroirs. Rien. Et Blanche qui jurait n'avoir rien pris. Toujours 3 personnes dans la maison, toujours les mêmes absences. Toujours ce malaise qui se glissait entre les murs. Ce soir-là, Sarah alla s'enfermer dans la salle de bain avec ses médicaments. Elle les prit un à un avec un verre d'eau, comme le médecin l'avait conseillé. Mais son regard, lourd d'inquiétude, se perdait dans son reflet. Elle se demandait ce qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se demandait ce qu'elle ne voyait pas. En sortant, elle trouva Georges allongé sur le canapé, les yeux rivés à son téléphone. Il s'empressa de le rendre en la voyant apparaître. « Repose-toi un peu, Sarah. Tu penses trop. Tout va bien se passer. » Elle hocha la tête. Oui, se reposer. Mais comment fermer l'œil quand quelque chose clochait clairement dans sa propre maison? Sarah monta dans la chambre. Avant même de fermer la porte, elle entendit Blanche rire dans sa chambre. Un rire sec, moqueur, presque provocateur. Un rire qui lui glaça le sang. Pendant qu'elle se glissait sous les draps, un frisson la traversa. Pas un frisson de froid, un frisson d'intuition. Une intuition terrifiante. Quelque chose lui disait que les examens médicaux n'étaient pas le vrai problème. Quelque chose lui disait que sa stérilité n'était peut-être pas naturelle. Elle ne savait pas encore à quel point elle avait raison. Mais la vérité s'approchait et elle allait bientôt découvrir ce qui se tramait réellement derrière ces disparitions de vêtements et derrière le comportement de Blanche. La situation, au fil des mois, prenait une tournure de plus en plus étrange, presque irréelle. Cela faisait maintenant 5 longues années que Sarah tentait d'avoir un enfant et la douleur silencieuse qu'elle portait devenait chaque jour plus lourde. Elle ne dormait plus vraiment.
Son esprit était en perpétuelle prière. Elle avait parcouru toutes les églises de la ville, parfois 2 dans la même journée, cherchant une parole qui la soulagerait, une prophétie, une guérison, quelque chose, n'importe quoi qui lui rendrait l'espoir. Pendant ce temps, Georges, son mari, commençait à se lasser non pas par méchanceté, mais parce que les visites à répétition, les veillées, les cris de foi, les larmes, les prophètes, les promesses non tenues, tout cela l'épuisait. Il ne comprenait pas ce qu'elle endurait dans sa chair et dans son âme. Et comme si cela ne suffisait pas, Blanche, la jeune sœur de Georges, profitait de la moindre occasion pour toucher le point sensible. Elle glissait des mots à peine voilés, des remarques blessantes, alimentant en secret les doutes de leur mère. Petit à petit, elle semait le chaos dans le couple. Un après-midi, alors que Sarah rentrait épuisée d'une prière de délivrance, elle fut surprise de trouver sa belle-mère installée confortablement dans son salon. Un pagne étalé sur les genoux comme si elle s'était installée là depuis des heures. Elle n'avait pas prévenu et cela sonna comme une intrusion dans un espace déjà fragilisé. Mais Sarah, par amour pour Georges, ravala son trouble, réprima son agacement, puis alla l'embrasser avec douceur. La vieille dame lui prit les mains avec une gravité étrange. « Ma fille, tu vas bien ? » « Maman, je suis là. Dieu veille. » répondit Sarah, un léger sourire forcé sur les lèvres. Mais la belle-mère insista, fronça les sourcils puis dit d'un ton lourd. « Quand tu dis que tu es là, c'est comment exactement ? » Blanche m'a expliqué la situation. Je suis venue te soutenir moralement et aussi pour te dire que si ça ne va pas avec mon fils, tu trouveras ton bonheur ailleurs. Sarah resta figée. Ces mots résonnèrent en elle comme une gifle. « Maman, de quoi parlez-vous » La belle-mère soupira puis lâcha froidement. « Blanche m'a parlé de ta stérilité. » Sarah sentit son cœur tomber dans sa poitrine. « Stérilité ? Comment ? Blanche, tu as dit quoi à maman ? Toi qui m'as rendue stérile. » La pièce entière se glaça. Blanche, qui passait devant elle, s'arrêta un instant, ouvrit de grands yeux. Puis, sans dire un mot, tourna les talons et quitta le salon comme une voleuse. La belle-mère, désemparée, se retrouva entre colère et honte. Elle demanda pardon à Sarah, tant bien que mal, pour calmer la situation. Elle promit que tout cela n'était qu'un malentendu, un mauvais moment. Elle supplia même Sarah de pardonner Blanche, arguant qu'elle était jeune, immature, qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Le lendemain, la belle-mère prit les choses en main. Elle déclara avec autorité que leur situation n'était plus normale et qu'il était temps de consulter un marabout pour comprendre ce qui bloquait réellement. À cette annonce, Blanche entra immédiatement dans une agitation extrême. Elle frappa du pied, leva la voix, refusa catégoriquement. Elle affirma que les marabouts étaient des charlatans, des agents du diable, que personne ne devait aller là-bas. Sa panique était si forte que cela surprit tout le monde. Mais la belle-mère, femme de caractère et d'autorité, rejeta violemment ses objections. À ce moment-là, Blanche éclata en sanglots, des pleurs incontrôlables, effondrée comme si tout son monde s'écroulait. Sa détresse soudaine laissa tout le monde perplexe. « Blanche, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda la belle-mère, désormais inquiète. Et là, la jeune fille se tourna vers Sarah, les traits déformés par la culpabilité, et murmura d'une voix tremblante. « Je vais tout dire, maman. » Le silence devint assourdissant. Blanche respira profondément, puis, comme si elle libérait un poids immense, avoua tout. « Sarah, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à te détester autant. Je disais à ma copine combien je voulais que tu n'aies pas d'enfant avec mon frère. Elle m'a dit qu'elle connaissait un homme, un marabout de l'université, quelqu'un qui pouvait exaucer mon souhait. Il m'a demandé 5 de tes caleçons. Je les ai pris, je lui ai tout donné. Il a dit que tu n'aurais jamais d'enfant. » Un hurlement jaillit de la bouche de la belle-mère. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. La pièce tourna. Sa respiration se coupa, puis tout devint noir. Elle s'évanouit. Quand elle rouvrit les yeux, elle était à l'hôpital, une perfusion au bras, la gorge sèche, la poitrine serrée. À son chevet, Georges pleurait comme un enfant, les mains tremblantes. « Sarah, le gynécologue, il a dit que tu n'as plus de trompe. » Il ravala un sanglot. « Il ne comprend pas. Elles ont disparu mystiquement. Ma propre sœur a vendu tes trompes à ce marabout. » Les mots résonnèrent, lourds, irréparables. Sarah sentit son âme se briser en 1000 morceaux. 5 ans de mariage détruits par une enfant jalouse. 5 ans d'espoir balayés par une bêtise diabolique. Elle se mit à pleurer silencieusement, sans force, sans voix. Elle était stérile. Elle l'était pour toujours.
Blanche l'avait rendu stérile et rien ne pourrait jamais effacer cette réalité. Dans la vie, il ne suffit pas d'aimer. Il faut aussi discerner, observer, prier, demander la protection de Dieu. Le mal ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il vit sous le même toit que nous. La jalousie peut détruire des vies entières et les maux. Les actes d'un enfant peuvent provoquer des blessures qui ne guériront jamais. Que Dieu nous éloigne des personnes jalouses et qu'il protège nos foyers. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, ému ou révolté, alors sachez que d'autres récits tout aussi puissants vous attendent. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Histoire d'Afrique et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Yeah!